Eh bien, bonjour à tous, je suis très content d'être là avec vous. Ça va être mon tour aussi de remercier l'Orga parce que du coup, si vous suivez mon actualité, c'est la première fois que je tiens une keynote. Voilà, donc c'est quand même un moment un peu spécial, c'est aussi grâce à vous. Et du coup, je remercie aussi évidemment est-ce que ma télécommande marche? Voilà. Les sponsors. C'est aussi grâce à eux que j'ai cette chance. Et j'espère que vous aussi, vous avez une chance. Donc voilà, donc on va y aller. Le sujet, la collaboration, signe d'une véritable agilité. Donc on va commencer par définir c'est quoi la collaboration. Alors ça va être ma définition, si je puis dire. Ça n'engage que moi. J'espère que vous serez un peu d'accord quand même. Donc voilà, la collaboration, qu'est-ce que c'est? Alors on va vraiment avoir un focus par rapport à ce que ça veut dire dans une équipe. Déjà, ça veut dire au travail ensemble. C'est bête, mais c'est pas juste des gens, on les a mis côte à côte dans la même salle et ils font... Non, ils travaillent vraiment ensemble. Dans le même ordre d'idée, c'est aussi ces personnes, elles se parlent. Voilà, encore une fois, c'est bête, mais quand les gens travaillent ensemble mais ne se parlent pas, est-ce que vraiment elles collaborent? En fait, qu'elles partagent leurs compétences. Alors quand je dis elles partagent leurs compétences, ça ne veut pas dire qu'elles ont les mêmes compétences. En général, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'effectivement, on a fait une équipe. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin de différentes sortes de compétences ensemble pour mener à bien un travail. Et en fait, quand ces personnes travaillent effectivement ensemble, sont dans une dynamique de collaboration, il y a un moment donné où il y a une forme de partage en fait, qui se construit. Donc voilà, si ça fait 1 an qu'elles sont ensemble et que personne ne maîtrise les compétences des autres, même pas un tout petit peu, il faut se poser des questions. Il y a le fait aussi qu'on connaît les autres. Alors plus précisément, on comprend, on connaît comment elles fonctionnent. Merci pour la lumière. Quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins. Un exemple un peu bateau. Moi, évidemment, je vais donner beaucoup d'exemples qui viennent de l'informatique. Il y a des développeurs qui sont très à l'aise à travailler avec des specs complètement flous, avec juste 2 pauvres lignes très vagues, alors que d'autres, ils font un pavé super rigoureux. Voilà, on n'a juste pas les mêmes manières de travailler, les mêmes besoins. Et puis, le complémentaire à ça, c'est que soi-même, on partage son mode de fonctionnement avec les autres, ce qui permet aussi à chacun de les connaître. Alors maintenant, j'ai dit la collaboration, signe d'une véritable agilité. Donc c'est quoi une équipe agile? Déjà, c'est une équipe qui délivre. Concrètement, sur une base régulière, elle sort quelque chose. Si elle ne sort pas des choses, c'est pas une équipe agile. Et ensuite, elle ne sort pas n'importe quoi. C'est-à-dire que dans tout ce qu'elle fait, à chaque instant, il y a vraiment un focus permanent sur la valeur. Donc en permanence, elle sort des choses, elle sort de la valeur en permanence. Et c'est vraiment toujours la chose à laquelle on se rattache. Troisième élément, c'est l'amélioration continue. C'est que dans tout ce qu'elle fait, que ce soit l'animation d'une réunion ou de manière beaucoup plus large, prendre du retour sur le produit qu'on construit, sur la dynamique globale au sein de l'entreprise, etc., il y a toujours cette problématique de comment ça va, comment on peut aller plus loin, comment ça va pas, comment on améliore ça, etc. Bon, j'ai dit des choses pas très avancées. Maintenant, ça serait quoi une équipe qui serait vraiment agile? C'est là que je vous amène sur la collaboration. C'est que justement, cette équipe vraiment agile, on va voir, elle va avoir un niveau de collaboration vraiment élevé. Et en fait, c'est ça le sujet du jour. Ça va être d'essayer de regarder, dans une équipe dite agile, des situations, de voir, ok, là, ça, c'est peut-être pas vraiment de la collaboration, ou au contraire, ça, c'est vraiment de la collaboration. Et pour essayer de, du coup, c'est quelque part un point de vue différent pour essayer de définir ce qu'est l'agilité via à quoi ça ressemble en pratique. Alors, je vous ai dit que cette définition-là, elle n'engage que moi. Après, il y a par exemple ceci, le cœur de l'agilité, Heart of Agile, porté notamment par Alistair Cockburn. On voit quand même les ressemblances. Donc c'est une manière un peu de revenir un peu à la base de c'est quoi l'agilité. Lui, il suggère collaborer, délivrer, réfléchir, améliorer. Alors, on voit, bon. Du coup, je ne dis pas que c'est inspiré de moi. Non, on l'a fait chacun de notre coin, mais on voit que c'est pas non plus miracle. On retombe quand même sur les mêmes idées. Et donc voilà, du coup, l'idée, ça va être ça, c'est de se placer un peu en petite souris, de voir un peu une équipe, comment ça se passe dans cette équipe, et de porter un jugement là-dessus pour voir à quoi ça correspond. Alors un petit topo vite fait, rapidement, qui suis-je? Si vous ne me connaissez pas, mais si j'ai une belle introduction. Voilà, donc je suis Jean-Pierre Lambert. J'ai plusieurs casquettes dans la vie. Voilà, aujourd'hui, c'est plutôt celle de coach agile que je porte.
aussi Scrum Master, consultant, dynamique d'aider les autres, et une casquette un peu bizarre, facilitateur test, un peu coach technique sur toutes les problématiques de qualité, de stratégie test, etc. Et effectivement, j'ai un blog, jp-lambert.me et Scrum Life, que j'anime, que j'ai porté au début. Maintenant, je ne suis pas tout seul. Voilà, si vous ne connaissez pas déjà, allez-y, vous ne serez pas déçus. Scrumlife.tv. Et il me reste encore quelques autocollants, si jamais ça vous intéresse. Voilà, bon. Je propose qu'on aille dans le dur du sujet, du coup. Donc voilà, donc encore une fois, on va regarder un peu des dynamiques d'équipe et essayer de faire le lien par rapport à cette collaboration. Est-ce que c'est vraiment agile ou pas? Le premier cas de figure que j'ai envie, que je vous propose qu'on regarde, c'est le passage de bâton. Comme j'ai dit tout à l'heure, généralement dans cette équipe, on va mettre des personnes qui ont des compétences différentes, qui ont des compétences complémentaires. Hein. Justement, on va mettre toutes les personnes nécessaires pour mener à bien le travail qu'on leur assigne, qu'on leur donne, qu'on s'attend d'elles. Donc, mécaniquement, il y a un moment, il y a une forme de passage de bâton. Ça prend plein de formes. Alors, effectivement, si on reste dans le domaine de l'IT, il y a le code qui tourne sur votre téléphone et le code qui tourne sur le serveur distant. Il y a un moment donné, il faut qu'elles se parlent. Voilà. Donc, il y a une forme de passage de bâton mécaniquement. Et on va le retrouver à tous les niveaux. Pareil, hein, le designer, le développeur, le testeur, etc. Donc, à quoi ça pourrait ressembler? Par exemple, donc on aurait cette équipe pratique Scrum. Hein. Donc on m'a dit que ça doit être tout public. Donc vite fait, un Scrum, hein, une méthode de travail itératif. On va faire des cycles. On va reproduire un peu toujours le même schéma typiquement une semaine, 2 semaines, et qui est cadré par un certain nombre de réunions. Donc à la fin, on appelle ça des sprints. À la fin du sprint, on a la revue d'itération. On va faire le point sur un peu comment ça s'est passé, etc. Donc cette revue d'itération, elle a lieu avec les parties prenantes, elle a lieu avec les boss, avec les patrons. Et l'équipe, elle est un peu penaude, hein, parce qu'en fait, elle n'a pas grand-chose à montrer. Le sprint n'est pas un franc succès, on va dire. Et puis d'autant plus penaude qu'en fait, on y était presque, quoi. Il nous manquait ça et on y arrivait et c'était génial, quoi. Voilà, vous imaginez que de ce côté-là, le patron, lui, il n'est pas non plus très content non plus. Genre, ouais, mais bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Il n'est pas non plus à insulter les gens, mais du coup, on a envie de creuser, on a envie de comprendre pourquoi on en est là, pourquoi le sprint il s'est mal passé. Donc effectivement, il y a un des développeurs qui prend la parole et qui explique, ouais, mais moi, il restait cet élément de travail critique. Moi, je l'ai fini à la moitié du sprint. Et puis, Tom, il n'a pas fait la revue, quoi. Voilà. Donc après, on continue de creuser, etc. On se rend compte qu'effectivement, la revue, on l'a faite genre la veille de la revue, la veille de la démo, là, hier. Donc, voilà, et Tom, il dit, c'était hier. Moi, j'ai pas eu le temps. Quand je suis allé dessus, j'ai fini, mais il fallait encore finir de le reviewer, vérifier que tout marchait bien, le déployer, etc. Donc, on n'a juste pas eu le temps. Et là, le patron, il dit quand même, mais oui, mais attends, tu l'as fini il y a 1 semaine, et c'est qu'hier qu'on le revoit. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? C'est pas normal. Et là, finalement, ça tombe. Genre, ouais, mais moi, quand j'ai fini mon dev, moi, j'ai mis à jour Jira, quoi. Et il n'a pas fait sa review. Voilà. Bon, là, niveau collaboration, on peut peut-être faire mieux que ça. Je ne sais pas se parler, par exemple. On va la rejouer un peu différemment. Donc là, on va rembobiner justement au milieu du sprint. Même situation. Même situation, même début de sprint. Alors on va se placer dans le cadre de la mêlée quotidienne, le daily, le stand-up. Donc pareil, en Scrum, chaque jour, il y a une réunion quotidienne pour se tenir au courant et aussi surtout pour vérifier est-ce qu'on va bien dans la bonne direction par rapport au plan qu'on s'est donné. Sachant que si ce n'est pas le cas, on va peut-être changer des choses, justement. Donc là, effectivement, Nicolas, il annonce, j'ai fini mon dev, voilà, c'est en revue, est-ce que tu peux regarder? Notez déjà, il se parle. Tom explique qui peut pas. Non, moi je viens d'arriver, je suis en train de préparer mon environnement, donc là tout de suite je peux pas. Mais je finis de mettre tout en place. Demain je serai dispo, je te fais ça demain. Voilà. Là Nicolas il dit non, écoute, moi franchement je suis pas serein sur ce que j'ai fait. Je veux vraiment avoir ce feedback tout de suite, donc je te propose, tu viens à mon poste, on va regarder ensemble. Et puis après, c'est moi qui vais aller à ton poste et je vais t'aider à préparer ton environnement parce que tu penses que ce sera prêt demain, mais en fait tous ceux qui sont venus ça leur a pris 3 jours. Donc voilà, on va essayer de faire ça un petit peu plus efficacement. On voit la dynamique n'est pas la même. Effectivement, déjà, je suis allé chercher la personne, je lui ai dit ce que j'avais, et puis je suis allé la chercher, je dis viens, on va le faire ensemble, ok, je comprends, je vais t'aider. Un deuxième sujet que je vous propose de regarder, c'est l'affinage des specs. Alors spec, c'est un peu un gros mot, parce qu'on fait de l'agile. Les specs, ça fait un peu cycle en V, tout ça, etc. Bon, ça a évidemment une forme différente, mais quoi qu'il arrive, on a cette notion de spec, et à un moment donné, on écrit quelque part
où on ne l'écrit pas, ça peut être à l'oral, mais à un moment on exprime bien, on a un besoin, on a quelque chose, comment on travaille dessus. Voilà, donc effectivement, en Scrum, il y a généralement l'affinage du backlog pour creuser les sujets. Hein, tout n'arrive pas au dernier moment, on en prend connaissance en amont, etc. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que dans cette équipe, effectivement, régulièrement, elle a une instance où elle revoit son backlog pour creuser les sujets, les prendre en main, les connaître. Et là, donc, du coup, on va être, autant que la fois d'avant, on était vraiment sur la revue de sprint, la fin de sprint, là, on va être sur la planification de sprint. Donc c'est le tout début, c'est le démarrage de sprint. On commence par décider qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire. Et dans cette équipe, en fait, elle est quand même assez rigoureuse. Il y a ce qu'on appelle un definition of ready. Voilà, en gros, on dit, on prend les choses que si elles sont prêtes, et prêtes, ça veut dire ça, 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 ça et ça. Et elle l'applique avec beaucoup de rigueur, c'est très bien. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que donc, le product owner, qui est en Scrum, qui a un rôle un peu particulier, justement la personne qui va faire le lien avec toute cette dimension métier, marketing, et qui généralement apporte les besoins des choses qu'on a envie de faire. Et il arrive et il explique, écoutez, hier on a fait la revue, et on a vu qu'il y avait des choses qu'il fallait faire un peu différemment, il y a des nouvelles infos qui viennent de tomber, donc ce sujet-là, il sort de nulle part, on n'a pas eu le temps de le préparer, mais ça serait génial si on pouvait le faire tout de suite, parce que c'est important, ça va nous apporter de la valeur, etc. Et là, le coup près tombe direct, quoi, genre, mais ta story, elle n'est pas prête, quoi. C'est va bosser ta spec, quoi. C'est limite retourne à ta niche. Ça, c'est un drame quand ça arrive. Alors, comment ça pourrait se passer autrement ? Donc, ça va être la même histoire. Hein. On est en sprint planning, pareil, definition of ready. Sauf qu'au lieu de lui répondre, ton truc, il n'est pas prêt, donc tu vas le bosser, s'il te plaît, on lui répond, ok, on comprend bien que c'est le truc le plus important, c'est le truc qui nous a apporté de la valeur, eh ben, viens là, on se pose tous ensemble, toute l'équipe, on bosse 30 minutes, le truc, il est nickel, et après, on reprend le sprint planning là où on l'a arrêté. Et là, c'est magique, en fait. C'est-à-dire que le definition of ready n'est plus vécu comme quelque chose de procédurier, qui est juste, il faut le respecter, et puis ça nous bloque, mais qui est vécu comme une invitation à la collaboration. C'est-à-dire que, ok, le truc, il n'est pas prêt, viens, on y va. Et ce qui est fou dans la première situation, c'est que, ça, c'est des vraies choses qui arrivent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un côté, tu prends ton PO et tu dis, non, mais tu vas bosser, c'est ton taf. Et il va passer l'après-midi entier dessus pour pondre un truc qui sera bof. Alors qu'en fait, 30 minutes, toute l'équipe ensemble, le truc, il va être nickel. Justement, parce que le PO, c'est pas l'expert en tout, et justement, c'est pour ça qu'on a fait une équipe, pour que les gens ils interagissent ensemble et qui créent une intelligence collective. Alors, un autre sujet que je vous propose de regarder, c'est le test. Hein, parce que le test, globalement, personne n'a envie de le faire, ça fait chier tout le monde. Donc, c'est un élément intéressant à regarder pour voir la dynamique de collaboration de l'équipe, justement par rapport à ça. Donc, on va regarder une équipe. Cette équipe, elle a un flot de travail très classique. Hein. Voilà, on fait la conception, on fait le développement, on fait la revue de développement, on vérifie que c'est bon, on fait la phase de test, on le déploie, etc. Bon, tout est rodé. Et puis en fait, chaque étape a bien une personne identifiée. Voilà, c'est des développeurs travaillent sur le développement, le testeur travaille sur le test, etc. Et voilà, donc c'est un peu old school, mais bon, à la limite, pourquoi pas, hein, si ça marche, très bien. Bon, alors est-ce que ça marche ? Parce que là, du coup, l'équipe, elle se retrouve justement en daily, en mêlée quotidienne. On est vers la moitié du sprint. Et puis, en fait, ça s'accumule, en fait, justement, dans le test. C'est-à-dire que les développeurs, ils avancent, c'est génial, tac, 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 on a fait plein de trucs, c'est super. Et puis, test, ça grandit et ça stagne. Là, logiquement, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Si l'équipe ne se pose pas la question, c'est normalement le rôle du Scrum Master, qui a aussi un autre rôle un peu spécial pour animer, pour essayer de ça, d'aider l'équipe à se poser cette question-là. Ok, là, on voit que ça bouchonne, qu'est-ce qu'on fait ? Donc le testeur explique, il se trouve que là, moi j'ai eu quelques jours d'absence, et puis en fait, on est sur des sujets qui, en proportion, demandent beaucoup de tests pour peu de développement, donc oui, mécaniquement, ça s'accumule. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire. Voilà, bon, il y a un sous-entendu. Le sous-entendu, on y coupe court direct. Hein. Le développeur répond « Non, mais moi, je ne suis pas testeur. » Voilà. Bon, je vous laisse imaginer que la fin du sprint ne va pas être un grand succès. Il y aura certainement beaucoup de choses dans la colonne test. Alors, à quoi ça pourrait ressembler à la place ?
Même chose, pareil, même workflow, ça s'accumule dans la colonne test, on est en daily, pareil, on se pose la question, le Scrum Master pose la question, si l'équipe ne se pose pas la question d'elle-même, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, visiblement, on voit bien que ça s'accumule, donc ça ne va pas le faire. Pareil, testeur, ouais, moi j'ai eu des absences, là il y a beaucoup de travail de test par rapport au dev, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Et là on lui répond, comment on peut t'aider? Quand vous vivez ça dans une équipe, c'est magique. Hein. Quand l'équipe d'elle-même elle te dit, comment on peut t'aider? Ok, on y va. On comprend bien qu'effectivement, il y a plus de tests que de dev sur ce sprint et qu'il faut dépiler cette colonne-là. Comment on fait? Voilà, donc dis-nous, est-ce qu'on peut prendre des choses? Est-ce qu'on le fait ensemble? On s'approprie les moyens de test, etc. Voilà, comment on peut t'aider? Et on comprend que ça ne sert à rien d'en rajouter encore, quoi. On va refaire encore du dev, on va en rajouter sur la colonne qui va continuer de boucher. Ça nous mène nulle part, quoi. Donc ça, c'est magique hein, quand vous vivez dans votre équipe. Une autre situation, alors ça peut être, voilà, justement, on parle d'agilité, c'est un peu accueillir le changement avec bonheur. Ce que représente l'image, hein, c'est on court dans le mur. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on s'en rend compte, c'est bien, on a fait l'effort de sortir le nez du guidon, on voit que tel qu'on travaille, on va finir dans le mur, donc c'est pas super. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est assez intéressant de voir du coup quelle est la dynamique d'équipe à ce moment-là. Donc première situation, mêlée quotidienne, à nouveau, vous voyez, c'est un moment où il se passe beaucoup de choses sur la mêlée quotidienne, c'est assez intéressant de voir les dynamiques d'équipe à ce moment-là. Donc on est quelques jours avant la fin du sprint, et on se rend compte que ça ne va pas le faire. Alors je précise que c'est important de parler qu'on est à la fin du sprint, hein, parce que c'est la fin du sprint qui va être le levier principal d'amélioration de l'équipe. Justement parce qu'on est obligé de se rendre compte qu'il faut travailler autrement, qu'il faut sortir de sa zone de confort pour atteindre, c'est une forme de deadline hein, qu'on se fixe nous-mêmes. Donc ça force à créer dynamique. Donc on est à la fin du sprint. Alors, on voit que ça ne va pas le faire, donc pareil, l'équipe logiquement devrait se dire qu'est-ce qu'on fait, sinon le Scrum Master pose la question. Et là, on lui répond, bon, de toute façon, qu'est-ce que tu te stresses là? Je veux dire, tout ce qu'on n'a pas fini, on le continuera au prochain sprint, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Là, la notion d'un levier de fin de sprint qui force l'équipe à se construire, à sortir de sa zone de confort et à créer une vraie dynamique, il n'y a pas du tout, quoi. C'est genre, non, mais moi je suis là pour dépiler, je fais les trucs que je maîtrise, et m'embête pas, hein, c'est tout, voilà, c'est tout. De toute façon, c'est pas fini, on continue, voilà. Donc, il n'y a pas du tout la notion, justement, de Scrum, hein, on a des itérations, et à chaque fois, on essaie de finir des choses, d'accomplir un objectif et de le démontrer. Donc ça, c'est un peu triste. Puis en plus, il peut y avoir un petit effet d'épidémie, une fois qu'il y en a qui commencent à penser ça, genre après, tout le monde se dit, oui, de toute façon, on continue, et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre? Même situation, et on se retrouve là, pareil. Ok, on voit que ça ne va pas le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, il se passe un truc un peu magique. Toute l'équipe se rassemble et commence à réfléchir. Ok, ouais, effectivement, ça, on peut peut-être le descoper. Ça ne va pas vraiment servir l'objectif d'itération. Ouais, cette chose-là, on peut peut-être changer le périmètre. On le découpe. Cette chose-là, cette partie-là, on ne la fera pas. Cette partie-là, il faut qu'on la fasse. C'est important. On va inverser des éléments. Celle-là, si on la fait en premier, on ira peut-être un peu plus vite, on pense. Et puis au pire, voilà. Et il crée un nouveau plan. Et il se demande, ok, si on faisait ça, est-ce que ça passe? Et si on faisait ça? Et si on tentait ça? Et ainsi de suite. Et il crée un nouveau plan. Après, effectivement, il demande validation au PO. Validation, c'est un bien grand mot. C'est juste pour confirmer qu'effectivement, on ne casse pas l'objectif de sprint. Parce qu'après, de toute façon, le PO qui dirait, non, il faut tout faire. Bon, c'est très bien, ça ne sert à rien, il n'y aura rien à la fin. Donc, ça, c'est ça. Et ça, c'est pareil. Quand ça arrive, c'est vraiment magique. L'équipe, elle se met autour du board, tous ensemble, elle se dit, OK, donc voilà les choses. C'est quoi le nouveau plan qu'on met pour quand même réussir à atteindre l'objectif de sprint? Un autre sujet que je vous propose d'examiner, c'est le démarrage du projet. Alors, projet au sens large, hein, ça peut être une nouvelle fonctionnalité qu'on démarre sur une équipe qui existerait déjà. Ça va être intéressant à regarder parce que justement, souvent, c'est assez révélateur des dynamiques d'équipe qu'on met en place, qu'on introduit. On aurait, par exemple, le démarrage du projet, comment on fait? Forcément, on va faire un sprint 0.
hein, parce qu'il faut bien qu'on réfléchisse à l'architecture qu'on va mettre en place, il faut bien qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui va faire le produit, puis il faut qu'on fasse le design surtout, hein, parce que voilà, si on ne fait pas un sprint zéro, on ne va pas avoir de quoi donner à manger aux devs, hein, donc il faut qu'on prépare le truc en amont, etc. Donc, on est quand même dans une situation où il faut être honnête, hein, si l'itération fait 2 semaines, en vrai, l'itération elle fait 4 semaines, voire 6 semaines, voire 8 semaines. Parce que quand le designer il travaille sur le sprint en amont, le jour où il y a un nouveau sujet qu'il faut traiter, bah, ce n'est pas les 2 semaines de sprint, hein, il faut passer tous les sprints avant. Donc, faut être honnête, on casse un peu le principe de base d'itérer vite. Donc à quoi ça pourrait ressembler justement? Ça pourrait être plutôt... Ok, on démarre le projet, on démarre cette nouvelle fonctionnalité, on se fait un kick-off. Et on est là, et on est tous ensemble à ce kick-off. Pas juste le produit machin. Et aussi, et tous les développeurs, et tout le reste de l'équipe. Et on démarre ensemble. Et on se la pose la question ensemble. Et oui, ok, l'architecture aussi, on va la faire de manière incrémentale. Donc oui, il faut se poser quelques questions au début, mais on va la concevoir au fil de l'eau. Et le design aussi, dès le début. La conception, c'est pas juste le designer. Les développeurs ont aussi beaucoup apporté. Et toute l'équipe fait ça ensemble. Il n'y a pas besoin d'un sprint de décalage pour démarrer, pour faire le travail en amont. Et de la même manière, on commence ensemble et aussi on finit ensemble. Voilà, sprint review. On a fini collectivement quelque chose. Fin du projet, on le célèbre tous ensemble. C'est pas, voilà, moi j'ai fini ma partie. Non, on a tous fini. C'est la valeur finale de ce qu'on génère qui compte. Pas juste une morceau. Pour information, cette phrase, on commence ensemble, on finit ensemble, nous vient notamment de John Cutler. Évidemment, lui, il le dit en anglais. Voilà, quelqu'un de très très bien. Voilà, start together, finish together. C'est ça, quoi. Oui, vraiment, on n'est pas dans l'opposition des rôles, des compétences, etc. Alors maintenant qu'on a fait le tour de quelques situations, comment essayer de vous donner un peu des outils, des conseils concrètement, pour, à votre tour, dans votre équipe, comment améliorer, encourager cette collaboration. Alors déjà, je vais dire un truc qui est peut-être un peu bête, c'est effectivement, on doit réfléchir tous ensemble. Si on reprojette encore une fois sur le framework Scrum, il y a quand même 2 moments clés, la planification de sprint et l'affinage de backlog. Concrètement, c'est des réunions où on se retrouve pour réfléchir ensemble. Voilà, sprint planning, c'est quoi le plan qu'on met en place pour faire le sprint? Affinage de backlog, concrètement, comment on va travailler sur chaque élément pour réussir à le faire, ou pour bien comprendre, et ainsi de suite. Donc c'est quand même la clé, c'est qu'effectivement, pendant ces réunions-là, les gens sont là ensemble à réfléchir collectivement à qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va le faire. Et quelque chose qui est finalement très puissant, ce sont les estimations collectives. Et quand je dis collective, je ne dis pas juste tous ensemble dans la même salle. C'est non, on sort un seul et unique chiffre pour l'ensemble du travail à faire. C'est tout l'opposé du chacun évalue sa partie, quoi. Oui, cette partie-là 7 ans, cette partie-là 7 ans, cette partie-là 7 ans, puis on ajoute. Non, tu sors un seul chiffre qui comprend l'intégralité des choses à faire. Conception, développement, test, déploiement, etc. Donc là, mécaniquement, ça veut dire que déjà, je suis obligé de m'intéresser au travail des autres, mais c'est à double sens. Ça veut dire que aussi, eux sont également ouverts au partage. Pour m'expliquer, parce que forcément, quand je démarre ça, en général, je dis des bêtises. Donc c'est aussi qui m'expliquent et qu'on monte en compétences collectivement. Et surtout, ça a créé le bon incentive. On n'est pas là pour finir sa tâche qu'on a estimée. On est là pour finir l'ensemble des choses. On a une seule estimation pour l'ensemble du travail à faire. Une équipe qui arrive à faire ça, globalement, vous êtes bien parti pour faire une vraie feature team où les gens travaillent réellement ensemble. Le classique, c'est oui, on fait des feature teams et en fait, on a des swim lanes, chacun a ses tâches. Voilà, donc les silos sont toujours là, mais ils sont au niveau des équipes. On pourrait aussi parler donc, de la réunion quotidienne, comment elle est animée. Donc la manière très classique de le faire, c'est avec fameuses 3 questions. Hier, j'ai fait ceci, aujourd'hui, je vais faire cela, et est-ce que j'ai des points de blocage? Voilà, donc c'est très, très à la première personne. C'est j'ai fait ça, je veux faire ça, j'ai ces problèmes. Et parfois, ce qu'on voit, c'est que c'est... oui, on parle à tour de rôle, en fait. Et chacun, à tour de rôle, on raconte sa vie. Il n'y a pas le sens global de ce qu'on fait. Une autre manière d'animer cette réunion pourrait être ce qu'on appelle walk the board, faire le tour du board, très utilisé quand on fait plutôt du Kanban.
où là, le micro, il passe pas de personne en personne, il passe de post-it en post-it, de tâche en tâche. Et on fait le tour des tâches à faire. Et pour chacune d'elles, on se repose la question, effectivement, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce qu'il y a des difficultés, des points de blocage sur cet élément? Donc déjà, ça crée mécaniquement un objectif et une vision commune, hein, puisque ce qui nous compte, c'est quand même le board, c'est les choses à faire. Puis généralement, on ne va pas dépiler dans n'importe quel ordre. On va commencer par les choses les plus prioritaires, et ainsi de suite. Et du coup, là, il y a des échanges dans tous les sens, en fait. Moi, j'ai travaillé là-dessus, j'ai ça ajouté, moi aussi, j'ai travaillé là-dessus, etc. Et ça crée quelque chose de fluide, qui part et on raconte pas nos vies, en fait. On se concentre sur le travail à faire. Un autre sujet, ça pourrait être qu'est-ce qu'on mesure? C'est quoi la performance de l'équipe finalement? Un grand classique, hein, c'est de mesurer la productivité. Hein, voilà, c'est quand même important de livrer 30 points quand on a promis 30 points. Plutôt qu'une alternative, ça serait le délai de production. C'est-à-dire le temps qui se passe entre le moment où on a eu une idée, quelque chose qu'on voulait faire, et le moment où il est effectivement complètement terminé en production entre les mains des utilisateurs. Ça, c'est extrêmement puissant. Déjà parce que finalement, c'est un indicateur qui est dur à truander. Parce que globalement, truander la productivité, c'est pas dur. Enfin, tu fais des estimations plus grosses, mécaniquement, tu livres plus de choses. Non, le temps de cycle, globalement, c'est le temps qu'on met à sortir quelque chose. Enfin, c'est factuel. Hein. À cette heure-là, c'est rentré dans la machine. À cette heure-là, c'en est sorti. On ne peut pas trop le truander. Et en plus, ça va vraiment créer les bonnes dynamiques. Parce que autant que comment on améliore la productivité des gens? Justement, en travaillant sur les choses qu'on maîtrise, les choses où on est déjà expert, où on dépile un max de choses en peu de temps. Et si c'est vraiment là-dessus qu'on est objectivé, faut vraiment se focaliser que sur ces tâches à soi. Si par contre, ce qu'on veut, c'est maximiser, minimiser plutôt le temps de cycle, en fait, il faut qu'on travaille tous en même temps sur la même chose pour que cette chose elle sorte plus vite. Donc ça crée des dynamiques qui sont beaucoup plus positives du point de vue de la collaboration. Et en plus, ça nous rapproche quand même de la valeur. Hein. C'est-à-dire que livrer de la valeur, beaucoup de valeur, mais on ne sait pas quand, est-ce que c'est pertinent? Alors que livrer peu de valeur, mais très vite, donc c'est réellement de la valeur. Parce que tant que ce n'est pas sorti, ça a zéro valeur, en fait. Alors on peut parler de pair programming. Donc c'est 2 développeurs en même temps sur la même machine. Bon, ça, c'est très réducteur. Quand on dit ça, en fait, l'analogie, c'est plutôt la course de rallye. Voilà, il y en a un qui tient le volant, il y en a un qui tient la carte, et je crois que justement dans le jargon on parle du pilote et du navigateur aussi quand on parle de pair programming. Donc c'est ça, il y a une vraie dynamique qui se pose. C'est l'idée que c'est pas notre vitesse de frappe au clavier qui nous ralentit, hein, c'est notre manière de réfléchir qui nous ralentit. Donc finalement, travailler à 2 sur le même clavier, on n'est pas plus lent, au contraire. Et cette dynamique, donc on imagine bien quand 2 développeurs font ça, ils sont littéralement dans la collaboration, par défaut. Ils sont ensemble et ils partagent, ils construisent. Et en fait, cette dynamique-là, elle marche pour plein d'autres choses. On peut faire une session de test à 2 aussi. Ça marche très bien. Et pareil, il y a ce côté, on réfléchit à 2 en même temps. Il y a ce côté, je t'apprends en te montrant, en te challengeant, etc. Ça marche aussi très bien pour le design. Tous ceux qui ont vécu la partie où le design est livré, maintenant il faut faire l'intégration. Généralement, la phase d'intégration, c'est développeur et designer sur le même poste parce qu'il faut juste ajuster les pixels, etc. Donc en fait, ça marche aussi très bien. Voilà, on est à 2 en même temps, comment on met les choses, etc. On en revient toujours, quand les gens ils font ça, clairement, on ne peut pas challenger le fait qu'ils soient en collaboration. Il y a des équipes qui ont inventé un truc un peu plus loin, le mob programming, où là, ce n'est pas juste 2 développeurs, c'est tous les développeurs en même temps. Moi, j'ai plutôt envie de vous parler du swarming, où là, c'est toute l'équipe qui est en même temps sur le même élément de backlog. Donc là, ça fait écho à minimiser le temps de cycle. Hein. C'est littéralement, c'est aussi on démarre ensemble, on finit ensemble. Il y a une tâche ou une story, un élément à faire, on est tous dessus, et on le finit, et après, on en prend un autre. Ça ne veut pas dire qu'on est tous en même temps sur la même machine, justement parce que derrière, il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Et donc, il y a peut-être un moment où les gens vont diverger, effectivement, avancer sur les différentes choses à faire de leur côté. Il y a quand même un moment où ils vont reconverger parce qu'il faut qu'on finalise les choses, qu'on les branche ensemble et qu'on dise qu'on a fini. Il y a même des gens qui sont allés un peu plus loin, ils ont fait le sprint d'un jour. C'est-à-dire qu'ils partent de ça, ils partent du swarming, mais en plus, ça doit être fait dans une journée. Ça, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté et que je vous recommande à faire, même si ce n'est pas
votre mode de fonctionnement nominal, c'est super intéressant à faire de temps en temps pour expérimenter, voir, ok, là, c'est une expérience, c'est un atelier, peu importe. On a une journée, on va se poser, le matin, on arrive, on va choisir un sujet sur lequel on travaille, et il faut que le soir, on l'ait terminé. Alors, ce sujet doit apporter de la valeur, et en fin de journée, on doit l'avoir vraiment terminé, il est en prod, etc. Et en fait, ça pose un cadre qui est très fort, où justement on a toutes ces bonnes dynamiques de collaboration. C'est-à-dire que le matin, on ne se pose pas la question du comment on fait pour le design. En fait, non, on a choisi le sujet et mécaniquement, sans même le dire, maintenant on est passé au tableau et on est en train de réfléchir à quoi ça va ressembler, c'est quoi les critères d'acceptation et comment on y va. Et tout le monde, ensemble, collectivement. On ne se pose pas la question à un moment de « Ah, attendez, là, maintenant ça c'est plus ma partie, je sors de la salle. » quoi. Non, on est ensemble depuis le matin et on continue. Et en fait, ça se fait naturellement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. J'ai refait un article dessus, c'est vraiment génial. Et puis on pourrait conclure peut-être avec les notions de partage. C'est peut-être une évidence, mais effectivement, simplement encourager à ce que les gens partagent entre eux sur leur métier, sur leur manière de travailler, etc. Alors il y a plein de manières différentes. Ça peut être par exemple via le BBL. Alors on aime bien parler de BBL. Pour Brown Bag Lunch, en gros, on se fait une petite session entre nous pendant la pause déjeuner, donc on ramène notre déjeuner, voilà. Ça peut être diverses choses, ça peut être des retours d'expérience, ça peut être des ateliers, juste des échanges divers. Ça peut être aussi des vies ma vie. Effectivement, c'est une des choses les plus puissantes qui existent, le vie ma vie. C'est je vis la vie de quelqu'un d'autre et en fait je me rends compte que son métier il n'est pas si simple, qu'il y a plein de subtilités, que ça nécessite une vraie expertise. Etc. Ça peut être très puissant et d'ailleurs pas uniquement dans le cadre d'une équipe. On peut aussi faire quelque chose, une matrice de compétences. C'est-à-dire qu'effectivement, dans cette équipe, on a un ensemble de compétences. Du coup, listons-les. Et puis pour chaque personne, ça c'est les sujets que je ne maîtrise pas du tout, ça c'est ceux où je maîtrise un peu, beaucoup. C'est ceux où je suis à l'aise d'aider les autres personnes à monter en compétences dessus, ou au contraire les sujets sur lesquels j'ai envie d'apprendre. Etc. Et déjà, le simple fait de mettre ça en place peut suffire à ce que spontanément les personnes se créent une forme de relation de mentorat ou de professeur juste d'entre eux en fait. Ils disent ouais non mais ce truc-là ça m'intéresse, je veux trop vous aider à monter en compétences dessus. Ok, on y va. Pas besoin d'un manager ou d'un Scrum Master qui arrive en disant maintenant on va orchestrer ça, c'est important. Le simple fait de le mettre sur la table, ça peut amener à ça. Donc pour résumer, je rappelle un peu cette définition que je donne de la collaboration. Il y a vraiment, encore une fois, c'est vraiment, on travaille ensemble, vraiment. C'est pas juste on est côte à côte, on n'est pas juste sur le même projet, c'est vraiment on travaille ensemble. Et donc mécaniquement, oui, on se parle. Et on doit avoir ce partage des compétences, encore une fois. C'est bizarre si au bout de 6 mois ensemble à travailler sur le même projet, je comprends strictement rien au travail des autres personnes. Mécaniquement, il y a un moment, je me le suis un peu approprié, j'ai à minima un premier niveau de compréhension. Voilà, c'est une forme de vernis, quoi, sans forcément aller jusqu'à j'ai une quelconque compétence dessus, mais je dois au moins comprendre ce que ça veut dire. Et il y a une vraie dynamique en fait d'équipe. Oui, je connais les autres, je sais comment ils marchent, et du coup, on peut faire une forme de compromis. Ouais, toi, tu marches plutôt comme ça, moi, je marche plutôt comme ça. Ok, on va trouver un peu une manière de fonctionner qui marche bien à nous deux. On ne reste pas juste dans notre coin à faire nos trucs, quoi. Voilà. Et je vous propose d'arrêter là et puis de poser si vous avez des questions. J'espère que vous avez des questions, parce que je vois que je suis allé un petit peu vite. Je suis mauvais. 1, 2. Salut Jean-Pierre. J'ai une question assez simple, c'est par rapport à la collaboration. Est-ce que ça a des limites par rapport au nombre de personnes? Si une équipe est trop nombreuse, s'il y a trop de personnes dedans, est-ce que ce que tu viens de montrer, est-ce qu'il peut y avoir des contraintes particulières? Dans la taille recommandée d'une équipe, notamment dans Scrum, tu as un équilibre à trouver entre... Il faut suffisamment de personnes pour pouvoir faire le travail de bout en bout. Donc, à un moment donné, si tu fais un vrai projet, notamment informatique, et que tu listes les compétences, c'est très facile d'arriver à 10, en fait. Entre les différentes stacks, plus la partie déploiement, la partie test, la partie design, etc. Donc après, ça ne veut pas dire que c'est 10 personnes, parfois des personnes ont plusieurs rôles, mais il y a un moment donné, tu as un peu un noyau critique où si tu n'as pas toutes ces personnes-là, tu n'as pas une équipe qui fait son travail
en autonomie de bout en bout. À l'inverse, effectivement, quand tu augmentes, c'est soit la manière, c'est que tu crées un lien de relation entre chaque personne, donc plus tu augmentes la taille de l'équipe, ça suit le nombre de liens explose, et donc mécaniquement ça devient plus difficile. Après, il y a des gens qui arrivent quand même. Il y a aussi des manières de l'animer un peu différentes. Quand je donne le walk the board, pour faire le tour des tâches plutôt que le tour des personnes, ça justement c'est une manière de scaler justement avec des équipes un peu plus grosses, parce qu'on se concentre sur ce qui compte vraiment, on fait le tour des choses, et pas on raconte sa vie à tour de rôle, ce qui peut être ennuyeux à 5, alors à 10, n'en parlons pas. Oui, il y a des gens qui dépassent les 9 recommandés par Scrum, mais oui, mécaniquement, tu sais qu'à un moment donné, ça devient très compliqué. Et du coup, tu vois bien que tu as la dimension entre les deux, c'est que si tu te limites sur le nombre de personnes à avoir, mécaniquement, tu ne peux pas avoir 3 devs de chaque plateforme dans l'équipe. Donc mécaniquement, tu es obligé d'aller plus loin dans cette notion du oui, on est prêt à se passer du travail entre nous. Tu es obligé, toi, de trouver l'équilibre entre la flexibilité des coopérateurs et l'expertise qu'ils ont, qui a évidemment de la valeur. On a envie que les gens ils sortent des choses et qu'ils soient compétents dedans. Et donc effectivement, tu es obligé d'avoir un peu plus de flexibilité dès lors que tu as moins de monde. Et je parle beaucoup. Je pense que j'ai répondu, ça va ? Je sais pas. Qui le là-bas, lance-le en arrière. Allô, 1, 2, 1, 2. Ok. J'ai une question. Merde, j'ai perdu mes notes. Bon, c'est pas grave. Tout à l'heure, tu as évoqué un élément qui était, il y a un testeur dans l'équipe qui est en difficulté en termes de charge de travail. Et du coup, dans le principe, le rôle de l'équipe, donc y compris les développeurs, serait de lui filer un coup de main. Comment tu abordes le sujet face à des personnes qui peuvent avoir des croyances fortes sur le fait de dire non mais moi ma compétence elle est au niveau technique, je ne suis pas forcément payé à faire ça. Donc comment tu interagis au niveau d'une équipe qui pourrait avoir ce genre de réaction? Alors, déjà, l'hypothèse qu'il donne, il faut voir si elle est vraie. Parce que s'il est effectivement dans une entreprise qui ne le paye pas à faire autre chose, tu vois, c'est-à-dire que finalement, l'objectivation de l'équipe, ou plutôt justement elle est individuelle sur les performances de chacun et pas sur le travail collectif d'équipe, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas censé le payer pour, entre guillemets, développer, mais pour participer à la construction de ce produit. Donc effectivement, on valorise le fait qu'il est développeur et qu'il est bon développeur, mais à la fin du sprint, ce qui compte, c'est est-ce qu'on a réussi à livrer quelque chose. Donc déjà, soit il a raison, alors là ça pose des questions managériales, et c'est toujours ce que j'aime bien dire, hein, tu fais ta transfo agile, tout va bien, c'est génial, et 6 mois plus tard, on réalise qu'au fait, il faut faire des évaluations annuelles comme tous les ans. Comment on fait ? Voilà, donc il y a un moment donné, la question elle se pose vraiment, comment on objective les gens, alors que le cœur, c'est comment on crée un environnement d'équipe où ce qui compte, c'est ce que sort l'équipe, et finalement pas tant la contribution individuelle. Indirectement, évidemment, pour ce que réussit à sortir l'équipe. Ça, c'est une chose. Si ensuite il a tort, et qu'effectivement, c'est pas vraiment... non, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il participe à sortir un produit qui marche. Déjà, on peut lui faire remarquer. Et moi, en fait, j'ai envie de lui poser une question, c'est comment tu sais qu'il marche, ton code ? Voilà, très bien, tu testes pas, mais comment tu sais qu'il marche ton code? Voilà, quand tu commences par là, potentiellement, c'est presque un niveau philosophique. Hein, on est d'accord qu'un développeur, il doit sortir du code qui marche. Alors, on ne parle pas d'aujourd'hui, là, de l'équipe, on parle juste sur le papier, en théorie, philosophie. Voilà. Puis une fois qu'on est d'accord sur cette hypothèse de base, projetons-nous maintenant sur notre contexte. Ok, donc on est d'accord, normalement, les développeurs doivent sortir du code qui marche. Comment on fait? Comment on l'y amène? Voilà, du coup, tu commences à voir que le test, c'est une activité globale qui embarque tout le monde, que c'est pas la même notion de test. Après, il y a peut-être plusieurs choses, mais en tout cas, c'est à la fin du sprint, il y a juste des tâches à dépiler et tu as vraiment une dynamique en fait. Hein. Début du sprint, effectivement, on est plus en mode wow, on y va, on dépile, on se concentre sur ce qu'on maîtrise pour avancer vite. Et puis la deuxième moitié, elle est plus sur ok, mais comment on s'assure qu'on aura tout fini? Et donc la dynamique, autant que la première partie, finalement, tu vas plutôt valoriser une expertise forte, où on avance vite,
Dans la deuxième partie, tu vas plutôt valoriser la flexibilité, le fait que peu importe ce qu'il faut faire, il faut que ce soit fait. Et bon, peu importe qui l'a fait. Et ça, c'est vraiment au cœur du framework Scrum. Il y a un objectif, cet objectif, il doit être atteint et on peut changer le plan dès lors qu'on atteint l'objectif. Definition of done, voilà, ça c'est ce qu'il dit collectivement pour toute l'équipe, c'est pas des personnes, c'est toute l'équipe qui doit atteindre le definition of done, et ainsi de suite. Et à chaque fois, et pareil en review, enfin, stakeholder, il a raison de gueuler quand l'équipe il a raté son sprint. Par contre, il accuse pas des gens, il accuse collectivement l'équipe. Les gars, je sais pas comment vous êtes débrouillés, mais ça le fait pas. Voilà. Bon après, logiquement du coup, le Scrum Master braille. Non mais on va en parler en rétro, t'inquiète pas. Et si tu as cette dynamique collective, ils trouveront les manières de faire. De même, ils se diront. Oui, je ne suis pas là pour faire du test, mais je comprends qu'il y a un moment, il faut dépiler. Et donc, voilà, tu trouveras, il y a un moment, il faut avancer là-dessus. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Est-ce qu'il y a une autre question? Là-bas. Il faut que vous relanciez le... Sans casser le vidéoproche. Oh Test. Alors, moi, ma question, c'est par rapport à finaliser ou pas... Enfin, on est d'accord qu'on démarre un sprint pour le finir, généralement. Mais si on est entre 80% et 100% de réalisation, il y a une école qui dit qu'on est plutôt bon. Il y a une autre école qui dit non, il faut finir tous les story points qu'on a embarqués. Donc la question était de quel côté? Et tu trouves que c'est normal qu'une équipe s'engage sur 100 points, par exemple, et elle réalise que 90 ou 80? Est-ce qu'elle doit forcément finir tout? Alors déjà, ça va dépendre de quel contexte on parle. Si on parle de Scrum pur, c'est ni l'un ni l'autre. C'est l'objectif de sprint. Et c'est uniquement là-dessus qu'on s'engage. Si l'objectif de sprint est réussi, le sprint est un succès. Si l'objectif de sprint n'est pas réussi, même si on a dépilé mais énormément de trucs, etc., on s'est peut-être raté quand on a défini l'objectif de sprint, mais on ne l'a pas réussi, quoi. Donc ça, c'est une chose. Et c'est ce qui doit revenir à chaque fois. En mêlée quotidienne, est-ce qu'on va atteindre l'objectif de sprint? Et on peut vraiment amputer le plan, on peut tout changer. Tout ce qu'on a défini en sprint planning, on peut tout changer dès lors que ça permet d'atteindre l'objectif de sprint. Alors maintenant, je dis ça, tristement, la majorité des équipes ne font même pas d'objectif de sprint. Voilà, donc pour moi, c'est un des éléments différenciants de est-ce que tu fais vraiment du Scrum ou pas. Déjà, est-ce que tu as des objectifs de sprint? Bah si, avant de démarrer le sprint, il faut qu'on renseigne les objectifs. Donc sur ce coup-là, on est bon. Donc il y a ça. Et après, je parlais de Scrum tout seul. Après, on peut parler par exemple de Scrum en safe. Là... justement, on est en cadre safe. Ah ben voilà. Donc effectivement, en Scrum safe, on est plus sur... On a un ensemble de choses à dépiler et on y va. Maintenant, tu as quand même une marge. C'est via... Objectivement, on va quand même jauger les gens par rapport aux PI objectives. Et c'est pour ça qu'il y a une notion de stretch objective. Justement pour ajouter le... Ça, ce périmètre, on pense qu'on va y arriver. On n'est pas sûr que ça va nous remplir, donc on rajoute des choses, mais ces choses-là, on ne les compte pas dans l'objectif, c'est du bonus. Mais ça fait partie de la vélocité du PI quand même. Elle a des points accordés à cet objectif, oui, mais c'est un stretch. Safe approuve officiellement le fait que tu utilises Scrum pour dépiler quelque chose et qu'il n'y a pas de sens à ce que tu fais. Mais enfin, plutôt le sens est moins direct. Justement, on approuve officiellement le fait que ce que font énormément d'équipes, qui est quelque chose que je considère un peu décérébré, dans le sens où il n'y a pas le sens de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. C'est une grosse usine et on le fait. Après, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une usine qui marche, mais c'est une usine. Ok. Voilà. Merci. C'était filmé? Je suis fichu. Allez, on a encore une question là? On arrête là? Il y a 2 minutes pour la dernière question. Voilà. Vous pouvez faire un rebond. Oh, c'est un échec. Presque. Est-ce que tu aurais des conseils ou des outils pour la mise en place de la collaboration dans des équipes à distance? Autre que ce qui a été là? Comment ça Ce que tu as présenté, ça a l'air de bien fonctionner pour des équipes qui sont en présentiel. Où on arrive à faire des réunions où tout le monde est présent. Par contre, quand on est dans des équipes à distance sur des sites qui peuvent être très distants, c'est parfois beaucoup plus compliqué à mettre en place. Par exemple, le pair programming, par exemple, ce genre de... T'as des équipes qui te font le pair programming, c'est du partage d'écran, quoi. Et qui y arrivent et qui font même du mob programming en remote.
Après, bon, c'est toujours la magie de l'outil où, ça aide quand tu as bien choisi l'outil et que tu as une bonne connexion parce que du coup, tu as la vidéo, le truc qui marche bien. Effectivement, quand la connexion est toute pourrie, qu'on ne comprend pas ce que disent les gens, ça aide pas. Mais bon, c'est pas un problème d'agilité, j'ai envie de dire. La plupart des choses, c'est plus simple effectivement d'avoir une dynamique d'équipe, etc. Mais je pense que c'est assez applicable à distance. Voilà, j'ai peut-être botté en touche, mais voilà. Merci.